Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les réponses ont moins d'importance que les questions qu'on peut poser. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon, ancien prof reconverti dans le coaching et qui vous aide à trouver cette grande réponse à cette question, que faire de sa vie? Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de l'ennui. Et la première question que je vais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que l'ennui? Donc, c'est une excellente question, Rémi. Et donc, l'ennui, comment définir l'ennui? On pourrait commencer par cette simple définition. Ce serait l'ennui comme l'absence d'action, de réflexion, mais en tout cas un sentiment, on a l'impression qu'on devrait faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas. Donc l'ennui, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Il n'y a pas un ennui objectif. Non, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont, tu vois, par exemple, si on pense quand on était étudiant ou lycéen, il y avait des cours où on s'ennuyait, et pourtant on était quand même censé faire quelque chose. Par contre, il y a des choses que l'on fait qui vont ennuyer les autres. Je sais pas, par exemple, pas moi qui aime la philo, je peux regarder des conférences de philosophes. Moi, ça me motive, et d'autres personnes vont faire, putain, c'est chiant, ça m'ennuie. Hmm. Donc il y a deux notions. Il y a la notion d'ennui pour soi-même, mais il y a aussi le fait de pouvoir ennuyer les autres, ça a un autre sens, ça, non? Alors, ennuyer les autres, pas au sens de on va les faire chier, mais plutôt ennuyer les autres où la différence, moi c'est un petit peu comme on avait fait un épisode sur l'art où on va trouver ça beau, d'autres vont trouver ça laid. Et là, il y a des personnes qui vont trouver ce que nous, on ne trouve pas ennuyeux, ennuyeux, et ce que eux, ce qui est leur centre d'intérêt, qui vont nous ennuyer, nous. Hmm. Est-ce que c'est une bonne chose, l'ennui? En soi, oui. C'est une grande. C'est durant nos périodes d'ennui où on se met à avoir nos meilleures idées, où on se met à essayer de trouver des solutions à des problèmes. Parce que dans notre société, surtout dans notre société, on est tellement habitué à être diverti tout le temps qu'on a notre baisse enfin, notre concentration a beaucoup baissé, l'attention qu'on peut avoir à faire certaines choses a complètement baissé. T'attends un bus, tu sors ton téléphone, t'attends à la caisse, tu sors ton téléphone, enfin, on n'ose plus attendre dans les transports en commun, quoi que ce soit. Alors que c'est dans ces périodes, justement, où on devrait cultiver l'ennui pour, justement, nous donner l'occasion de réfléchir à des problèmes un peu plus profonds ou de trouver des solutions à certains problèmes par notre subconscient, justement, où le cerveau fonctionne toujours en continu. Et des fois, toi qui pratiques justement la marche en forêt, c'est dans ces moments-là où tu peux avoir les meilleures idées. Attends, Et t'as dit alors, quoi? J'étais sur mon téléphone, là. Attends, tu peux répéter la station? ouais, bah, c'est un bon exemple, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et même en psychologie du développement, on remarque notamment chez le nourrisson, c'est l'absence physique de la mère, enfin de la figure maternelle en tout cas, euh, qui, euh, qui va permettre du coup à l'enfant de développer ses autres sens. Parce qu'elle va lui parler, elle va dire non, je suis là, t'en fais pas, etc., le rassurer par sa voix, mais il va plus la voir. Et du coup, c'est là où ses autres sens vont pouvoir s'éveiller et justement capter un petit peu l'environnement qu'il y a dans le monde. Et vers l'âge, un peu plus tard, je sais pas, vers 4 5 ans, je dirais, c'est ces moments d'ennui où va apparaître du coup l'imagination, les histoires qu'on peut se raconter, les histoires qu'on peut inventer et la créativité. Hmm. Mais il y a un paradoxe là, parce que si on dit que l'ennui, c'est une bonne chose en soi, pourquoi on fait tout pour ne pas s'ennuyer? Pourquoi on sort notre téléphone alors qu'on est à l'arrêt du bus et puis on pourrait réfléchir à d'autres choses? Pourquoi on fait tout ça, sachant que l'ennui, c'est bon pour nous? Du coup, tu disais pourquoi est-ce qu'on on cultive pas l'ennui et qu'on le met plutôt de côté, qu'on est toujours sur notre téléphone, etc. Ouais, Enfin, en fait, le téléphone, c'est un peu le remède à l'ennui, ou la télé, ou... Mais Mhm. du coup, c'est pas le remède qu'il faut dire comme non, c'est le poison de l'ennui. Oui, complètement. Il y a plusieurs choses à ça. Il y a quelque chose de très physiologique qui fait que généralement, quand on dit qu'on va sur notre téléphone, c'est faux, on va sur Instagram, ou TikTok, enfin, en tout cas, on va sur les réseaux sociaux. On va pas sur son téléphone pour dire d'aller sur son téléphone. Euh,
Et généralement, c'est parce que ces médias sont faits pour justement nous rendre accros par le shoot de dopamine que provoquent les notifications. Hmm. C'est qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit de moi, est-ce que mon post a été liké, est-ce que j'ai des messages, etc., etc. Et comme tu as une récompense aléatoire, c'est là où il y a le plus de dopamine, c'est-à-dire que tu peux anticiper le fait d'avoir du coup une forme de récompense, et du coup, tu anticipes déjà le fait de te sentir bien en voyant du coup une notification. Il y a donc ces choses-ci qui rendent complètement accro. Euh, et ça sert pas à grand-chose de lutter. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus, disons, qui ont des thèses là-dessus sur savoir comment rendre accro les gens à quelque chose. C'est fait pour. Il y a la volonté seule ne peut pas nous faire résister à ça. La deuxième chose, c'est que ça peut être, là c'est plutôt une réponse philosophique, c'est le divertissement pascalien, où Pascal, dans ses pensées, écrit que le plus grand malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas demeurer au repos dans une chambre, et dans une autre de ses pensées, où il cherche à comprendre pourquoi est-ce que des personnes se sont mises à faire la guerre ou créer des inventions formidables, etc., etc. Et tout ça, il explique ça que c'est du divertissement pour nous enlever de la tête l'idée que nous sommes mortels. C'est que dès l'instant où on est au repos dans une chambre, le confinement l'a bien montré, on en avait parlé dans d'autres épisodes justement, c'est que on se met à cogiter sur notre condition, que faire de notre vie, ai-je droit au bonheur, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai pas fait ça, quels sont mes regrets, quels sont mes remords, et j'aurais dû lui dire ça, etc., etc. Et tout ça nous ramène justement à notre condition de fini, au sens où un jour nous serons plus de ce monde. Et tant qu'on cogite à autre chose, qu'on pense à autre chose, eh bien on ne pense pas du coup au fait qu'un jour nous allons mourir et au fait que on devrait peut-être faire autre chose de notre vie que se prendre la tête sur des broutilles ou accomplir quelque chose si on a envie d'accomplir quelque chose. Ouais, donc en fait, c'est un moyen pour nous. L'ennui, c'est un peu nous ramener face à des questions profondes et le fait de nous divertir. Alors, il y a cette histoire d'addiction et de shoot de dopamine, mais il y a aussi le fait que, ouais, mais j'ai pas envie de faire face à ces questions-là. Mhm. Il y a de ça. Alors que justement, donc ça c'est enfin, le poison remède. Genre, je ne veux pas faire face à ces questions-ci, donc je me divertis. Mais tu peux aussi, durant l'ennui, développer des compétences pour te désennuyer. Tu vois, le fait, tu vois, si tu t'ennuies et que tu dis, tiens, je ferais bien de l'aquarelle, on va dire que c'est une bonne forme de remède. Que tu as l'ennui, durant ton ennui, tu cogites un petit peu, tu dis, tiens, je sais pas, tu observes là, par la fenêtre des arbres, la tempête, etc. Et tu dis, tiens, comment je pourrais représenter ça sur du papier aquarelle? Et hop, tu réfléchis et tu te mets tu romps l'ennui par une activité, on va dire, saine. Ah, ok, mais qu'est-ce qu'une activité saine et qu'est-ce qu'une activité malsaine à ce moment-là? Euh, je dirais qu'une activité saine, c'est quelque chose qui peut t'apporter euh, pas forcément du positif immédiatement, mais dont les bénéfices seront sur ta santé, tes finances, ta santé émotionnelle sur du long terme. Pour l'exemple de la lecture, du sport, de la méditation, d'examen de conscience, etc. D'accord, donc c'est une activité dont la gratification est différée, Mhm, à condition que tu fournisses les efforts. c'est ça. Ouais, ok. C'est pas t'appuies sur un bouton et après t'as le truc sur un plateau d'argent. Non, ça ce serait du coup les shoots de dopamine par les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Et puis on avait fait un épisode sur l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un peu ce shoot de dopamine, ah, j'appuie sur un bouton, j'ai une œuvre d'art qui se construit instantanément sous mes yeux? Ou est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le développement d'une compétence de long terme, profonde, qui te fait grandir? Je pense que ça dépend de l'utilisation que tu en as. Si, admettons, tu t'es pas du tout doué en graphisme ou quoi que ce soit, mais que tu es très doué, je sais pas, pour faire des vidéos sur YouTube avec un bon texte, et que tu pas et que as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour que la vidéo soit lue, et que tu utilises du coup Midjourney pour générer des miniatures, t'as pas vraiment un shoot de dopamine parce que c'est juste un outil. Hmm.
Mais par contre, si tu t'amuses avec l'intelligence artificielle dans aucun but par t'amuser, c'est pas que c'est pas bien, c'est que du coup, tu choisis, on va dire, la facilité et les choses qui sont faciles avec un sentiment de satisfaction immédiat sont rarement les choses qui te seront bénéfiques sur le long terme. Hmm. Et ces questions du style de quoi vraiment envie, ai-je droit au bonheur, pourquoi je suis fait, pourquoi c'est si difficile de s'y confronter, même pas d'y répondre, mais de s'y confronter. Je pense que ça vient d'un sentiment de peur, d'angoisse, du coup, de prendre tout d'un coup la responsabilité entière de notre existence sur Terre. C'est beaucoup plus facile avec une satisfaction immédiate que quelqu'un d'autre que toi te dise tu vas faire ça, et ça toute ta vie, et tu n'auras plus à penser, que du coup prendre tes responsabilités et te dire ok, j'ai le poids de mon existence sur les épaules. On dit comme ça fait peur, alors que c'est juste bah, j'ai la capacité de kiffer ma vie, ou ne pas la kiffer, qui fait peur. Je crois que c'est Kant dans Qu'est-ce que les Lumières qui me dit à quoi bon penser du moment que j'ai de quoi payer. Au Ah ouais. sens, ouais. Alors, il dit ça ironiquement, évidemment, hein, mais tout le petit fascicule de Qu'est-ce que les Lumières de Kant, il explique justement ce que sont les philosophes des Lumières, en allemand, Aufklärung, avec un bon accent, Alf Gararum! qui justement sont là pour combattre l'obscurantisme religieux. C'est toute la période où ils croient au potentiel illimité de l'être humain, où l'être humain doit se réinventer, etc., etc. Donc il n'y a pas que du bon dans les Lumières, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Et Kant explique ça en disant, voilà, les Lumières, la mission des Lumières, c'est sortir l'homme de son état de tutelle dont il est lui-même responsable. C'est-à-dire essayer d'aider les personnes à prendre tout d'un coup, les faire passer du stade enfant, genre, bah t'as un monarque qui décide tout pour toi, à non, c'est bon, maintenant tu te sors les doigts des fesses et tu vas prendre au sérieux ton existence et commencer à faire tes propres choix. Et du coup, il explique tout ça, et à un moment, il dit cette phrase qui m'avait marqué, justement, mais à quoi bon penser du moment que j'ai de quoi payer? Ah ouais. Waouh, ouais, c'est puissant Et ça. ouais, et on est au XVIIIe siècle. Et on est en 2000, je sais pas du tout 2000 ans plus tard, mais on est on est au 21e siècle, donc 18, 19, 20, 21, je suis vraiment nul en maths, on est 3 siècles plus tard, et finalement, cette phrase est toujours d'actualité. À quoi bon penser du moment que tu peux payer quelqu'un pour penser à ta place? Hmm. Et comment tu sais que tu as suffisamment pensé? Par exemple, moi, j'ai lancé une activité dans l'enseignement de l'aquarelle. Qu'est-ce qui me dit que c'est mon choix profond ou, ou est-ce que ça serait pas plutôt le conditionnement que j'ai d'une instance supérieure qui m'a insufflé quelque part, bah non, en fait, c'est pas cette vie-là qu'il te faut, c'est celle-ci et tu vas la suivre. C'est celle de l'entrepreneuriat, dans l'enseignement artistique, tu vas la suivre. Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de suivre une injonction dont j'ai même pas conscience aujourd'hui? Je pense que ça tient de plusieurs choses, c'est que moi, je ne crois pas au libre arbitre. Je pense que tous nos choix, alors c'est pas qu'ils sont déterminés à l'avance, mais c'est qu'ils sont le fruit de toutes les expériences qu'on a fait, du début jusqu'à aujourd'hui, du coup. Et tu vois, je réfléchissais à ça, par exemple, tu vois, moi je suis mon business, c'est quand même d'aider des personnes à trouver leur voie. Et si je remonte un petit peu dans mon passé, mon arrière-grand-père était issu d'une famille de diamantaires auprès de Napoléon. Et lui, il allait une vie toute tracée, reprendre la boutique de diamants de son père, ce qui en soi est plutôt une bonne situation. Mais il a dit non, moi ce que je veux, c'est faire du théâtre. Et il a tout quitté, il a construit un théâtre ambulant, il a sillonné la France comme ça, en construisant son théâtre ambulant et en ramenant des gens et tout. Il a trouvé sa voie. Et finalement, tu vois, si on remonte, si on est dans un délire un peu psychologie transgénérationnelle, j'ai l'impression du coup de réaccomplir d'une certaine manière un petit peu ce qu'il fait, comme si je l'aidais à trouver lui-même sa voie. Donc on pourrait dire, ah bah non, bah, tout le métier que tu fais, c'est pas du tout toi qui l'as choisi, tu as été choisi par ce métier. Et peut-être que dans ton cas, c'est la même chose, hein. Soit on remonte dans les générations précédentes et il y avait déjà cette fibre artistique,
et tu la réalises, soit c'est toute une forme de conditionnement où tu t'es construit par opposition à certains schémas. Et dans ce cas-là, ça peut expliquer aussi ça. Mais c'est pas grave du fait de se dire qu'on ne choisit pas vraiment A, B ou C. C'est plutôt plus on comprend pourquoi on choisit, plus on se libère. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de libre arbitre, mais plutôt de la libération. Et tant qu'il n'y a pas de souffrance, tu vois, même si on dit ouais, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est le fruit d'un conditionnement, etc. Bah, vu que tu obéis à la loi que tu t'es prescrit, au sens où tu as pour le coup conscience du métier que tu fais et tu sais que tu le fais pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, bah, le bénéfice, il est là. Hmm. Et je me demandais, est-ce que l'ennui prend différentes formes? Est-ce que c'est ce qui précède une prise de conscience? Par exemple, si tu es au boulot, tu fais, oh, mais en fait, je me fais chier là. Est-ce Mhm. que c'est pas le même ennui que tu restes chez toi, tu es dans ton lit, tu regardes le plafond et puis tu réfléchis à bah, de quoi j'ai envie? Mhm. Ouais, il y aurait une forme d'ennui subi et d'ennui choisi. Parce que là, tu vois, on parle beaucoup de bore-out, justement, Hmm. qui est la souffrance par l'ennui au travail. Sauf que normalement, tu n'es pas censé t'ennuyer au travail, vu que tu es censé avoir l'esprit occupé à faire une certaine tâche. Si tu t'ennuies au travail, c'est parce que du coup, la tâche qu'on t'a confiée ne t'appartient pas. C'est la tâche le fruit d'un choix de quelqu'un d'autre, pour le coup. Et, et c'est comme ça que tu te mets à t'ennuyer, parce que tu dois faire quelque chose, rompre l'ennui, mais c'est pas la chose que tu veux. Tu dis, ah, je pourrais très bien faire autre chose, du coup, m'ennuyer différemment. Alors que l'ennui, c'est plus que dont tu décris, où tu es dans ton lit en train de rêvasser, c'est plutôt le songe créatif, l'esprit qui travaille, on a l'impression que le corps s'ennuie d'une certaine manière, mais l'esprit travaille, s'occupe à se poser des questions qu'il doit faire, du coup, faire le tri dans recréer des connexions, un petit peu comme quand on dort, où l'esprit est là pour justement, enfin le cerveau ne dort pas, mais il fait le tri entre toutes nos connaissances, il crée de nouvelles relations, connexions neuronales qui nous permettent justement d'apprentissage. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté, c'est que souvent les étudiants, ou en tout cas les travailleurs du savoir, sacrifient leur sommeil pour justement mieux apprendre, mieux réviser ou quoi que ce soit. C'est, c'est humain comme logique, mais complètement contre-productif, parce que le sommeil, les cycles du sommeil, notamment, je pense que c'est le sommeil le plus profond, est là pour recréer les connexions neuronales nécessaires à l'apprentissage. Bon, je termine la parenthèse, juste pour nos auditeurs, s'ils avaient l'idée de se dire, ah bah tiens, je vais moins dormir. Non, il faut jamais sacrifier son sommeil. Euh, mais du coup, oui, voilà, je disais, le songe que tu décris, c'est plutôt, oui, l'esprit qui travaille pour se réaliser, prendre de plus en plus conscience de notre existence et trouver les solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer. Hmm. Donc en fait, tu as l'ennui du corps et l'ennui de l'esprit. Oui, on pourrait dire ça. C'est que tu vois, si on prend la fameuse scène de Charlie Chaplin dans les temps modernes où il fait toujours des rouages et après il se fait aspirer par la machine, son corps est complètement en mouvement, il ne s'ennuie pas, mais son esprit est complètement aliéné, où il est dépossédé de son propre esprit. Et dans certains boulots très rébarbatifs, beaucoup dans les métiers de la gestionnaire de paie, gestion financière, tableur Excel, etc., où c'est très automatique, t'es comme ça, en tâche exécutive. Et du coup, t'empêches ton esprit de rêvasser, de penser, alors que c'est un besoin physiologique, je pense, de penser. Hmm. Parce que quand je vois avec mes filles, par exemple, Mhm. et que ma grande me dit, oui, mais je m'ennuie, je peux regarder un dessin animé, Ouais. est-ce que c'est la même forme d'ennui qu'on peut éprouver lorsqu'on est adulte? Oui, je pense. C'est que, pour le Parce coup, qu'un enfant, enfin je te coupe, mais un ouais, enfant, il va pas se dire quel est le sens de ma vie, et je le non. bonheur, etc. En fait, c'est juste, bah, je m'ennuie, du coup, j'ai envie de combler l'ennui. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même humain de vouloir combler l'ennui. Mhm. Ah oui, c'est complètement humain de combler l'ennui, sauf que dans le cas de ta fille qui demande je peux regarder un dessin animé, c'est du coup un ennui passif,
Ça va être l'adulte qui va scroller sur Instagram, Facebook et quoi que ce soit. Combler un vide. Pas en train de dire que ta fille a besoin de se demander quoi faire de sa vie, etc. Mais là où, avant, on va dire, l'arrivée des réseaux sociaux, je m'ennuie. Enfin, moi, bah, de toute façon, on a à peu près de la même génération. On a connu le monde avant Internet. Et bah, je m'ennuie, va jouer dans le jardin. Et du coup, tu trouvais un bâton, ah, c'est une épée. Ah, bah tiens, je vais jouer au ballon et je vais m'imaginer que je suis une équipe de foot. Ou je vais prendre mes Playmobil ou mes Lego et je vais raconter des histoires. Ça comble l'ennui, sauf que du coup, tu crées des compétences de storytelling, finalement, d'imagination, de créativité. Alors que si je m'ennuie, je peux regarder un dessin animé ou je peux faire autre chose que créer. Alors l'idée, c'est pas d'être intransigeant et jamais regarder un dessin animé ou jamais passer un peu de temps sur les réseaux. C'est pas ça. C'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre forme de, pour combler l'ennui qui soit plus utile, on va dire. Enfin, utile, ça peut être juste créer pour dire de créer, mais juste développer des compétences profondes qui seront utiles, en tout cas sur le long terme, et notamment être créatif. Hmm. Donc, ça serait presque sain de se réserver des créneaux pour s'ennuyer dans notre emploi du temps? Ah, en vrai, oui, si on peut prendre des rendez-vous avec soi-même, notamment pour soit méditer sur sa condition, soit se dire, je vais me promener en forêt, et au sens plutôt de flâner, quoi, de rien faire pour dire de rien faire, et laisser les choses se faire. Mais en forêt, moi, enfin, en forêt, je m'ennuie pas, hein. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens, j'ai plein d'idées, Mhm. etc. Du coup, j'ai pas l'impression. C'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire, bah, le gars, il se promène, mais en fait, dans ma tête, il y a plein de choses qui se Mhm. passent. Je m'ennuie pas du tout. Bah, c'est plus des moments comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est, tu vois, genre, je sais pas, tu te promènes en forêt ou tu es comme ça, rêvassé. Tu ressens une forme d'ennui, genre le corps t'envoie un signal, genre, tiens, on ne fait rien parce qu'il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que, du coup, le fil de tes pensées peuvent commencer à se dérouler telle une pelote. Et c'est là où, du coup, l'esprit est actif et pas forcément le corps. Enfin, même s'il marchait, le corps est en mouvement, mais c'est tellement automatique que tu dis pas, alors attends, je lève d'abord le pied droit, puis le pied gauche, je pose sur le sol, enfin, etc., etc. Tu as un ennui subi, au sens de, bah tiens, je m'ennuie. Tu sais qu'il y a plein de choses que tu peux faire, mais tu as juste la flemme de faire quoi que ce soit, parce que tu as une forme de fatigue psychologique. Ton esprit n'est plus apte à pouvoir justement démêler le fil de tes pensées. Parce qu'il était anesthésié par un trop-plein d'informations, un boulot rébarbatif ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pareil pour la scolarité. Tu as des enfants qui Ouais, sont à l'école aussi. mhm. C'est subi. Complètement, ouais. Mhm. Alors que le fait de, comme tu dis, prendre rendez-vous avec soi-même de temps en temps, ça peut être hyper sain. Mhm. C'est Et ça veut vraiment pas dire où rester j'en suis. immobile dans son lit à regarder le plafond. Non, non, ça veut juste dire qu'il y a forcément des choses, des problèmes. De toute façon, la vie est une suite de problèmes et on devient de plus en plus fort à les régler et on prend plaisir à les régler. Et les régler apporte du bonheur. Des problèmes qu'on a choisis généralement. Mais prendre rendez-vous avec soi pour faire le point et justement sortir un petit peu de la roue de hamster dont on parlait dans l'épisode précédent sur le sens de la vie. Par exemple, enfin, moi, quand je fais le ménage ou la cuisine ou des tâches ménagères, j'ai l'esprit qui va vagabonder ailleurs. Ça, Mhm. c'est une bonne forme d'ennui. C'est un peu un rendez-vous avec soi-même, c'est ça? Bah, je trouve, ouais. Ouais, ok, ouais. C'est juste qu'on a tellement pris dans le tumulte du quotidien qu'on n'a plus forcément le luxe de se demander comment on va. Et parce que même quand on nous le demande, généralement on dit oui, ça va. Que ça soit on est mort intérieurement, soit on ne sait pas si ça va ou pas, etc., etc. C'est vraiment prendre cet instant pour presque savourer l'instant présent. Sinon, on reste toujours dans la nostalgie passée. Ah, j'étais si heureux à ce moment-là. Ou l'anticipation du futur. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si j'échoue? Ou alors, ah, je serai heureux quand j'aurai ma maison, etc. Mais sauf que ce que l'on vit, c'est la durée. C'est cet instant-ci.
Donc si on récapitule, en fait, tu as l'ennui du corps, l'ennui de l'esprit. Dans l'ennui de l'esprit, il y a deux formes d'ennui. Il y a l'ennui passif, celui qui est subi, et Mhm, l'ennui actif, celui où tu prends rendez-vous avec toi-même. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rien faire, qu'il faut rester allongé, mais mhm, ça veut dire trouver une activité ou en tout cas un contexte, un environnement dans lequel tu peux laisser ton esprit vagabonder. mhm. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée-ci et c'est sain et je pense que c'est même nécessaire. Et les crises de la trentaine, les crises de la quarantaine, ce genre de choses, est-ce que ça vient du fait qu'on s'est pas assez ennuyé dans sa vie? Peut-être, justement, c'est vu que généralement notre alors je crois pas en la séparation, je dis souvent esprit et corps, mais pour moi c'est les deux faces d'une même pièce. C'est juste que généralement le corps sait des choses que l'esprit soit ignore, soit préfère ignorer. Et tous les moments où on ne s'est pas ennuyé dans notre vie peuvent être justement des moments où le corps subissait ce que l'on vivait. Quelque part, se nouer des émotions, des nœuds, des fois à certains méridiens, à certains endroits. Et à un moment, il y a un gloubi-boulga, pour, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est Casimir en plus, si ça, une espèce de mélange bizarre qui fait qu'on ne se sent pas bien et que la crise, justement, est nécessaire pour prendre le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire que l'ennui s'impose, mais plus au sens de bah, ça m'ennuie de ressentir ça. Le ça, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça m'ennuie. Et c'est juste l'occasion de faire le point. Et ces crises, je pense qu'elles sont nécessaires, mais je pense qu'elles peuvent être anticipées aussi si on prend l'occasion de temps en temps des rendez-vous avec soi-même pour faire le point, si on est toujours aligné entre ce que l'on pense être, ce que l'on est réellement, et si notre comportement, notre mode de vie est en adéquation avec la personne qu'on a envie de devenir. Ouais, c'était justement la question que j'allais te poser, c'est, OK, si on décide de prendre rendez-vous avec soi-même, alors ça peut être toutes les semaines, tous les trimestres, tous Ouais. les ans, Mhm. enfin, à la fréquence, ça, c'est à la discrétion de chacun. Les questions qu'on peut se poser, c'est: «Est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être? Mhm. Si c'est pas le cas, qui j'ai envie de devenir? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le devenir?» Ouais, ce serait un peu ça. Mhm. Ouais, OK. Et là, c'est vrai qu'on s'affranchit de tous les modèles qui nous ont conditionnés dans notre vie. C'est-à-dire, du coup. Bah, de se dire: «Ouais, il faut acheter une maison, il faut Ouais. ci, il faut ça, il Mhm. faut prendre un chien, il faut prendre une bagnole, faut Mhm. faire tout ça». En fait, Ouais. c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, l'ennui nous permet de nous retrouver nous. Mhm. Bah, tu vois, finalement, on pourrait voir plusieurs dimensions de l'ennui, une dimension, on va dire, individuelle, parce qu'on dit, bah, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, et qu'est-ce que je peux faire? Mais là, on parle surtout de l'instant T, genre, ah, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je sais pas, etc. Et tu vois, et finalement, des moments d'ennui un ennui est d'une dimension existentielle, c'est je ne sais pas quoi faire, sous-entendu, je ne sais pas quoi faire de ma vie, de toute cette liberté qui s'offre à moi. Mmh. Et l'ennui, c'est pas pareil que la méditation. Non, parce que la méditation, on va dire, l'ennui, il arrive soudainement. C'est que tu vois, c'est d'abord un ressenti. C'est pour ça que des rendez-vous avec soi-même, ça va être des périodes d'ennui au sens où l'esprit va travailler, mais tu peux pas commander l'ennui. Tu vois, c'est pas dire, tiens, de telle heure à telle heure, j'ai envie de m'ennuyer. Par contre, tu peux dire de telle heure à telle heure, j'ai envie de ne rien faire pour établir les conditions de possibilité de l'ennui. Et là, ça donnait à de la réflexion, des choses comme ça. Mmh. Et toi, par exemple, tu dis que ça fait des années que tu écris des petits carnets tous Ouais. les jours dans ton carnet Mhm. sur ce que tu ressens, comment tu te sens. Est-ce que ça, c'est un environnement propice à l'ennui ou c'est autre chose? Moi, je le vis plus comme, du coup, un moment de méditation, mais méditation graphique, on pourrait dire, ce que les stoïciens appelaient examen de conscience. Mais il y a des moments où je m'ennuie, mais c'est assez rare parce que du coup, je suis un peu hyperactif. Mais par contre, il y a des moments où je sais que je dois m'ennuyer, où je décide de ne rien faire, justement pour laisser place à faire un peu le vide, prendre une pause, ralentir, etc. Comment tu sais que tu dois t'ennuyer?
Normalement, c'est mon corps qui me le dit. Je sens que je suis beaucoup plus irritable avec moi-même, avec mes proches, ou j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau alors que j'ai pas grand-chose à faire, ou des choses comme ça. Hmm. Et avant, je prenais pas forcément le temps de vivre, enfin d'écouter ces moments-ci. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire à frôler ou un burn-out, mais de l'entrepreneur, où j'avais mon bras complètement tendu, comme ça, des douleurs à l'épaule et au dos, alors que c'était juste pas une surcharge de travail. Ouais, ok. Là, franchement, c'était hyper intéressant. Hum, Comme carrément. quoi, l'ennui, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a Mhm. un ennui malsain? Bah, moi, je dirais l'ennui du bore-out, par exemple, ou je pense qu'on peut aussi parler de bore-out en termes de scolarité. Je pense que c'est dès l'instant où tu t'ennuies au travail parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que tu te dis, je serais mieux à faire autre chose, mais que tu ne sais pas encore quoi. Hmm. Mais quelque part, ça, c'est sain aussi, parce que ça veut dire que t'es pas à ta place. Oui, oui, par contre, il faut être capable d'accueillir cet ennui au travail. Parce que tu as une personne qui s'ennuie au travail, ils vont juste demander plus de travail, mais du coup, ils vont faire plus de travail qui n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Mhm, carrément. Bah, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sachez également que cette vidéo est disponible sur toutes les plateformes de podcast et à très bientôt. Salut!